Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour à tous, bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussedi. Alain, aujourd'hui, on reçoit un invité très particulier. Alors, Julien Simard, qui est un anthropologue, un chercheur postdoctoral à l'École de travail social de McGill, avec qui on va aborder plusieurs sujets en lien avec les soins palliatifs, dont, entre autres, la dimension spirituelle dans l'accompagnement en milieu des soins palliatifs. Et Julien enseigne à l'université auprès des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. Alors, on va aller lui poser mille et une questions à ce propos. Et bien sûr, on va parler avec lui des défis des diversités ethnoculturelles dans les milieux de soins palliatifs. D'accord. Alors, bonjour Julien. Bonjour. Tout d'abord, Julien, qu'est-ce que c'est la gérontologie sociale? Bon, la gérontologie sociale, qu'est-ce que c'est? C'est une science, si on peut dire, multidisciplinaire qui rassemble, en fait, tout le monde qui travaille sur le vieillissement. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Dans les années 40-50, on a vu l'émergence de la gériatrie, mais qui est vraiment une discipline médicale, là. Mais à ce moment-là, dans les années 60, on sait ce qui s'est passé dans les années 60, une grande explosion de créativité, de possibilités. Ben, il y a aussi, justement, la création de gérontologie sociale. Ça venait un peu de la psychologie, ça venait un peu de la sociologie, ça venait un peu... Il y a eu Simone de Beauvoir qui a publié son livre, je pense, début 70. Donc, on a tout un mouvement en sciences sociales, en littérature aussi, qui s'intéresse de plus en plus au vieillissement, en art aussi. Donc, la gérontologie sociale, c'est ça. C'est le regroupement des sciences qui s'intéressent au vieillissement, au processus du vieillissement. OK. On dit parfois que les prêtres ont remplacé les médecins, que la religion a remplacé, la science a remplacé la religion. Est-ce que ça, c'est en parallèle avec le début de l'implantation des maisons de soins palliatifs? Bien, c'est ça qui est intéressant de voir avec le début des soins palliatifs, parce que là, encore une fois, on se ramène au début des années 60. En tout cas, dans le cadre québécois, c'est pas la même chose ailleurs. C'est arrivé un petit peu plus tard. Mettons, on va aller à Londres, en 67, où est fondée la première maison de soins palliatifs au monde, le St. Christopher's Hospice, par Cicely Saunders. Okay? Cicely Saunders, c'est une figure assez particulière, une dame charismatique, une chaplain, donc en français, c'est une officiante, en tout cas, protestante, mais médecin aussi, et qui s'inscrit dans la longue tradition là, des soins infirmiers de Florence Nightingale et d'autres pionnières des soins infirmiers qui ont essayé de, démocratiser un peu l'accès aux soins, avoir une pensée sociale, une vision sociale. Fait que là, dans les années 60, on sent un certain roll-ball des gens face aux conditions de la fin de vie. T'sais. On se dit, les gens, premièrement, ils meurent à l'hôpital, dans des institutions, donc, qui sont assez fermées. Deuxièmement, ils meurent souvent sans même savoir eux-mêmes qu'ils ont, par exemple, un pronostic de cancer, parce que ce qui était courant dans le temps, c'est de ne pas le dire. Oui, hein? On gardait ça sous silence. Ils ne savaient pas qu'ils étaient mourants. Là. Exact. Donc, la connaissance de la mort, en anglais, on dit « awareness of dying », c'était quelque chose de comment dire, c'était une tension, là. Tu sais, il y avait du monde qui militait pour « non, la mort... Si tu vas mourir, mais il faut que tu le saches, quoi, pour pouvoir te préparer, etc. » C'est comme le fun, ouais. C'est ça. Donc, il y avait cette notion que les mourants étaient un peu dépossédés de leur mort, de la même façon qu'il y avait cette notion aussi chez certains auteurs comme Ivan Illich ou Michel Foucault un peu plus tard, que les gens étaient un peu dépossédés de leur corps ou de leur santé, tu sais. Donc, il y a eu cette espèce de revirement où on s'est dit, en fait, les morts... il y a 60, 50 ans, en tout cas, là, je ramène en Angleterre parce que c'est pas pareil qu'au Québec, ils mouraient à la maison, tu sais, mais au Québec, dans ce temps-là, c'était encore le cas. Les veillées funèbres de 3 jours, des choses comme ça, c'est pas tout le monde qui avait accès aux soins hospitaliers, etc. Donc, c'était ce désir, ce qui a parti les soins palliatifs, c'est premièrement ce désir de investir la mort, comme de dire, hey, c'est important, le mourir, la période du mourir, parce qu'il y a la mort, c'est comme c'est l'arrêt des fonctions vitales du corps. Ça, c'est une vision purement médicale, justement. Mais les soins c'est comme si on avait décidé de l'inclure dans une étape de vie. Exact. Les soins palliatifs les situent
entre la médecine puis la spiritualité. Parce que la médecine, à l'époque, c'était aussi une forme d'ennemi, tu sais. Puis, en quelque part, ça y a pris du temps, puis c'est pas fini, le travail d'accepter la mort. Puis c'est une médecine, c'est une science curative, on va guérir. Donc, la mort, ça fait pas partie de notre domaine. Tu sais, c'est une caricature, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on parle aussi d'acharnement thérapeutique à ce moment-là? Un peu, oui. Tu sais, c'est sûr que il y a toujours le curatif qui est au cœur de la médecine. De plus en plus, la médecine tente d'intégrer justement la mourir, la mort. Donc, les soins pâles, eux autres, ils viennent dire, en fait, nous, on est entre les deux. On veut offrir un soin un peu plus communautaire. On veut que les gens meurent surtout entourés et pas seuls. Les morts solitaires, mourir seuls, Dying Alone, il y a un livre qui a été écrit dans les années 60. Non, tu sais, on va essayer de remédier à ce problème-là en faisant comment? En créant des petites institutions de 12, 15, 20 lits maximum dans des endroits beaux, tu sais, où est-ce que l'intérieur va être pensé pour être paisible, agréable, et non, versus le corridor d'hôpital avec des néons. Là. C'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est comme une extension de la maison, finalement, les soins palliatifs. Là. Exactement. C'est ça qu'on appelle ça hospice ou hospice care. Ou, c'est comme cette vision du domicile, mais dans un endroit tierce. Et est-ce que, parmi les intentions de créer ça, cette maison-là, est-ce qu'il y avait le fait qu'on veuille que tout le monde puisse y avoir accès? Parce que, bon, les gens pauvres, à l'époque, j'imagine qu'ils n'avaient pas les mêmes traitements à l'hôpital que les gens qui avaient de l'argent. Évidemment, mais si on se ramène en Angleterre, les années 60, c'est un des meilleurs moments de leur système de santé publique, le NHS. Donc, je pense pas qu'il y avait un rapport de classe tant que ça. C'est plus la quantité. Puis, encore au Québec, là, on a un gros problème d'accessibilité aux soins palliatifs. Mais à ce jour-là? À ce jour, oui. Il n'y a pas assez de lits, tu sais, pour la demande. OK. C'est drôle, j'avais comme l'impression du contraire. J'avais l'impression que des fois, les maisons de soins palliatifs attendaient des patients. À un moment donné, on avait entendu une maison de soins palliatifs à Montréal qui cherchait des patients. Là. Alors, la maison Saint-Raphaël, peut-être, qui vient de... C'est parce qu'ils vont être référencés par les médecins ou autres, mais quand on regarde les besoins, là, je ne sortirai pas les stats parce que je ne les ai pas devant moi, mais il y a vraiment plus de gens qui pourraient bénéficier de soins palliatifs qui n'y ont pas accès, mais c'est aussi que les gens ne connaissent pas ça. OK. On pourra en reparler plus tard. Oui, c'est ça, bien sûr. Dans le travail de recherche que tu fais, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé, qui dit « En ce sens, les institutions de soins palliatifs se retrouvent au front de changements majeurs dans la façon de concevoir la spiritualité en Occident. » Est-ce que tu peux approfondir ça? Oui, parce que là, on se ramène à Cicely Saunders, mais on va aller voir maintenant Elisabeth Kubler-Ross, que vous connaissez peut-être pour les 5 stades du deuil. Non. Les fameux 5 stades du deuil. Donc, la colère, là, je me souviens plus en ordre, là, le déni, l'acceptation, etc. Non? En tout cas, Elisabeth Kubler-Ross, elle, c'est une psychiatre suisse-américaine qui, un peu au même moment que Cicely Saunders, s'est dit, ben là, il va falloir écouter les mourants, tu sais. Si on leur donne un moment pour qu'ils puissent vivre leur mort puis la regarder en face, il faut qu'ils soient entourés. Donc, il faut libérer leur parole. Donc, dans les soins pâles, en fait, il y a un truc autour de la parole. C'est vraiment important. Puis, on se ramène après ça à la médecine, qui est le silence. On ne connaît même pas notre pronostic. On se ramène aux prêtres, où on ne veut pas ça non plus, parce qu'aux prêtres catholiques, je dis, là, parce que le discours religieux prend toute la place, puis il n'y a même plus de place pour l'individu. Ouais. Donc, on est dans les années 60-70, c'est la montée de l'individualité, de l'importance de la parole des gens, de la psychologie, tu sais, on se met à parler, tu sais. Donc, elle va écouter plein de mourants, puis elle va écrire des livres là-dessus. Évidemment, donc... Je fais une petite parenthèse. Oui, vas-y. Donc, tu parlais des 5 étapes, le déni, la colère, le marchandage. C'est ça. La dépression, puis l'acceptation. C'est ça. OK. Je m'excuse, Julien. Non, mais juste bien pour fait. Mettre en contexte. Je m'en souvenais plus on the top of my head, dans l'ordre. Mais l'idée, c'est que, voilà, tu sais, comme... En fait, leur projet... Elle avait interviewé des gens, tu dis? Oui, comme 200 mourants. Elle était psychiatre en fin de vie, en fait. OK. Puis, elle s'est dit, ben là, il faut leur donner une parole. Puis là, pourquoi je dis que c'est en première ligne d'un grand changement, en fait, c'est parce que en donnant cette parole-là, en écoutant les gens,
on se rapporte plus à des visions, ben là, on rentrera pas trop dans la philosophie, mais transcendantes, donc des visions extrêmement comme hors de nous un peu, là, donc la religion catholique avec son credo, ou la médecine comme science toute puissante, hégémonique. Non, on va se rapporter au vécu, aux émotions, aux trajectoires personnelles. Donc, on rentre un peu dans une autre échelle qui est l'échelle qu'on dit immanente. Donc, ben là, on ne rentrera pas non plus dans la philosophie ici, mais juste de se dire qu'on va se réapproprier un peu son histoire. Son vécu, son histoire, son expérience. Hein? C'est ça, les années 60-70 aussi. Hein? On va émerger ça dans plein de domaines. Tu sais. Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis là, moi, quand j'ai fait mon terrain, j'ai fait... pendant 1 an et demi, j'étais allé chaque semaine dans une maison de soins palliatifs, il y a environ 10 ans. Et puis, j'écoutais les gens, j'observais, j'ai fait des petites entrevues comme ça, je prenais des cafés, je parlais aux gens. Mais ce que j'ai remarqué, c'est ce désir chez les gens, et puis là, on en reparlera plus tard, mais c'est surtout des personnes canadiennes-françaises, majoritaires, blanches, etc. Mais ce désir de se libérer du matérialisme. Tu sais, qui se disait, en fait, ici, c'est le fun, c'est comme, je peux prendre mon temps. Ben, c'est pas tout le monde qui disait ça, effectivement, mais c'était aussi le langage de l'institution, là. Tu sais, c'était aussi de dire, en fait, toute ma vie, je me suis occupé de mon frigo, de mon auto, de mon garage, mais en fait, on se rend compte que, Colin, tu sais, il y a autre chose, puis c'est comme le discours hippie, puis un peu antimatérialiste qui passe à travers ça. Puis aux États-Unis, les soins palliatifs sont nés sur la côte ouest surtout, un peu à New York, mais surtout sur la côte ouest. Puis là, il y a tout un mouvement qui est proche avec celui des sages-femmes, qui émerge, en fait. C'est de se réapproprier les rites aussi, les passages de la vie, autant la naissance que la mort. Donc, en Californie, il y a ça aussi dans les années 60-70, évidemment. Donc, c'est ça un peu le portrait général dans quoi naissent les soins palliatifs. C'est que dans cette période-là, les gens, on leur a laissé la parole, comme tu dis, puis il y avait peut-être le bonheur, le plaisir sur une échelle de valeur, dire, ça, c'est pas utile dans ma vie, je sens pas que j'en ai vraiment besoin. Comme ça, je suis contente. Aujourd'hui, j'ai du temps, je peux voir ma famille, c'est un temps qui leur était alloué de décision, en tout cas, je pense, Sabine. Mais c'est aussi d'accepter la mort puis de la voir en face. Ouais. Mais il y a aussi une injonction qui est comme, la mort, il faut... Est-ce qu'on va dire à un patient, est-ce que tu es dans le déni de la mort? On va essayer de l'amener vers l'acceptation de sa propre mort, d'y faire conscience, d'y faire comprendre. Parce qu'on vit dans une société qui nie la mort en général. Là. C'est ça l'affaire. Là. Ah oui. Pour de vrai, arrête de niaiser, là. Fait que c'est pour ça que je dis qu'ils sont au centre, c'est que c'est leur premier statement en anglais, en français, on dirait, leur première prémisse, ça serait de dire, là, la mort existe, la voilà, puis juste d'accepter la mort ou de dire, hey, je vais mourir ou mon proche va mourir, là, ça fait naître tout un... Ça fait exploser Justement, tu parles une porte. Là. Des rites de passage. Là. Qu'en est-il aujourd'hui là, avec toi, tes recherches, tes études, tes constats? Ouais. Est-ce qu'il y a une fin de ces rites-là? Dans les médias, on se plaît bien à dire que les rites funéraires sont en train de... Tu sais, on entend tout le temps ça. Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés. Les rites funéraires s'en vont à la va-vite. On perd quelque chose. On est dans une pauvreté rituelle. Désacralisation. Tu sais, on est tous... C'est ça, c'est que parallèlement à cette montée des soins palliatifs, qui est lente, mais qui est quand même constante. Hein, là, maintenant, on est rendu ailleurs, là, évidemment. Beaucoup plus accepté, beaucoup plus intégré, beaucoup plus présent, beaucoup plus de moyens, etc., que dans les années 60-70. Mais parallèlement, ce qu'on voit dans ces mêmes années-là, dans les dernières 40 ans, c'est ce discours de dire « il n'y a plus la religion, surtout au Québec, mais qu'est-ce qui reste? On est devant absolument rien, un vide. » Non, c'est faux, c'est pas vrai. Les êtres humains vont toujours faire des rites, peu importe dans quelle forme. C'est vrai qu'ils ont changé de forme. T'sais. C'est moins fastueux. C'est moins gros. Peux-tu donner des exemples? Surtout depuis la pandémie, là, j'ai l'impression que ça s'est vraiment réduit. Là. Ah oui, la pandémie, ça, c'est une autre affaire. On en parlera. Mais mettons avant la pandémie, OK? C'est sûr que ça va se réduire, mais ça va se faire en famille choisie ou en agrégat, un mélange de famille, d'amis, d'ex, de connaissances. Donc, c'est plus nécessairement relié à des familles en lignée traditionnelle de père ou de. C'est comme on est dans un autre système familial. Maintenant, on vit plus en famille élargie, premièrement.
Fait que là, ils se développent d'autres types de relations. Nos rites sont à l'image de nos relations. OK. Vous comprenez? Tu sais, c'est comme... on vit plus en village, nécessairement. Oui, bien sûr, il y a plein de monde qui vivent encore dans des villages, mais on n'est plus dans les mêmes structures de parenté, tout ça. Là, fait... Des fois, on peut être le seul à être dans ce village-là. Notre oui, famille n'est voilà. pas là. Oui. Là, tout le monde vient de partout. Tu sais. Ouais. Fait qu'on peut pas passer 3 jours nécessairement à veiller un mort chez nous parce que, bon, on travaille, il y a du monde qui vit au Saguenay, d'autres. Mais le souci économique aussi. Souci économique, ça coûte cher, tu sais. Donc, il y a toutes ces variables-là qui rentrent en jeu, qui font que ça change. C'est sûr que moi, personnellement, je pense qu'on devrait passer plus de temps à ritualiser la mort, tu sais, ou la fin de vie. Puis que le travail nous en empêche, puis que c'est dommage. Hein. Ouais. Mais parce que dans le temps, si quelqu'un de ton village mourait, tout le monde s'arrêtait. Là. C'était comme... Tout à fait. Pendant 3 jours, c'était off. Là. Dans mon village, moi, je me souviens, il y avait une maison. Il me semble que c'est un monsieur Cloutier qui tenait cette maison-là, mais les gens qui décédaient, c'est là qui étaient exposés durant 3 jours. Puis, je veux dire, il y avait du monde. Là. C'était vraiment des rassemblements assez exceptionnels. Mais on prenait le temps de souligner le passage de quelqu'un. C'était... Je me souviens de ce temps-là, pour y être allé moi-même. Là. C'est le temps, le luxe du temps. Mais, puis j'ai pas 115 ans. Si quelqu'un voulait me... Les gens prennent plus le temps non plus, là. C'est pas juste aussi le souci économique, mais je pense que c'est le temps. Non, je suis occupée, je peux pas y aller. Ou est-ce que c'est parce que c'est la peur aussi d'être confronté à ça? Puis Je pense que c'est toutes ces réponses. Ouais. Mais, par exemple, dans les rites qui ont lieu, il y en a. Il y a des choses qui se passent. Il y a une inventivité rituelle. On est comme dans un moment de transition où est-ce que les gens sont en train d'essayer de créer des nouveaux systèmes de sens. Oui. À quoi on se réfère? T'sais? Si les gens sont athées, ben il y aurait Dieu, OK. Si les gens... on va essayer de souligner l'individu. On va essayer de souligner, bon, ses bons coups, comment on se rappelle, etc. Donc, peut-être un rapport plus intime, plus personnel, justement. Puis ça s'inscrit dans toute cette lignée-là de changement. Ouais. Ça, on se réfère plus à un truc hors de nous. Là. Dans l'au-delà. Puis aujourd'hui, le regard que les gens portent là, sur les soins de fin de vie, qu'est-ce que c'est le constat? Bien, premièrement, la première chose que je dirais, c'est une grande méconnaissance. Hein, la plupart, moi, ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, mais là, je suis un peu plus loin de ça en ce moment. Mais c'est dire que les soins palliatifs, ça commence à être connu surtout depuis la loi 2, là, la loi sur les soins de fin de vie avec l'aide médicale à mourir, etc. Sauf qu'il y a encore une grande méconnaissance de tout ça, de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait, bon, c'est quoi ces types de soins-là, tu sais. Fait que ça serait mon premier constat. Puis le deuxième constat, mais ça serait surtout de dire que, je sais pas, je pense que on n'y pense pas assez, tu sais, en général. On va penser à son testament, à son héritage, mais on pense peut-être pas assez au moment où on le sait pas, en fait. Au moment où on va mourir. Tu viens de souligner... oui, penser un peu. Tu viens de souligner par rapport aux lois ou ces choses-là. As-tu l'impression que... peu importe les ministères là, qui vont amener des nouvelles directives, que les anthropologues et les sociologues sont assez consultés quand il y a des tables de concertation? Non, pas assez. Non. Non. Dans les consultations sur la loi, il y a une couple d'affaires, mais non, en général, on est comme des espèces d'extraterrestres, là, un peu. OK. Mais pourquoi qu'ils ne vont pas vers vous? Parce que dans le sens que c'est vous qui êtes sur le terrain, là, qui avez la... Ben, c'est en général, là. C'est comme ça? Non, c'est pas vrai. Il y a des chercheurs, chercheuses en sciences sociales un peu partout, mais on est quand même... On fait jamais assez le poids par rapport à des médecins ou des... etc. T'sais, on est toujours vu un peu comme... les hurluberlus dans le coin. Là. Donc, ça, c'est une autre émission, je pense. OK, d'accord. Mais c'est vrai, quand tu parles de méconnaissance, parce qu'il y a des gens qui pensent que les soins palliatifs, ça coûte des sous, tu sais, quand on avait reçu... Oui, avec Marie-Julie Chimbal, on avait parlé. Oui, c'est ça. Les gens avaient cette impression-là. Puis peut-être que, rendu là, quand le proche est mourant, on laisse ça dans les mains du corps médical. C'est comme, gars, ils vont tous nous organiser ça. C'est ça. Mais il y a des décisions à prendre. Oui, c'est ça. En soins palliatifs, il y a souvent beaucoup de décisions. Puis souvent, le fait que ça marche, puis ça, c'est surtout en maison de soins aussi, c'est que ça prend une participation de la famille ou des proches, tu sais, un petit peu, parce que ils donnent quand même beaucoup d'heures de soins par personne. C'est juste que dans le but, justement, de créer un moment particulier. Une cellule. Oui, une cellule ou juste de l'intimité, des souvenirs. L'idée, c'est ça, c'est qu'en maison de soins palliatifs, ils ont un peu plus de temps, ils ont un peu plus de personnel dans le ratio, là, mettons. Les espaces sont mieux désignés, tu sais. Il y a certaines unités hospitalières qui sont super belles, là, mais...
C'est pas pareil comme être dans une espèce de... Tu disais que tu es allé sur le terrain dans une maison de soins palliatifs, tout ça. Aujourd'hui, tu enseignes à l'université, je crois? Oui, Université de Montréal, certificat de gérontologie. OK. Peux-tu, dans un premier temps, nous parler de... Bon, c'est quoi la formation que tu donnes et à qui ça s'adresse, cette formation? Oui, c'est une formation, c'est un certificat, donc, qui est... Bon, ils vont toucher à plein de choses, là, autant des aspects physiologiques du vieillissement, les systèmes de soins. Il y a un cours d'anthropologie du vieillissement donné par mon professeur et collègue Ignace Olazabal. Moi, je donne fin de vie et soins palliatifs. Ça, c'est ça, comme le titre l'indique. Ouais. Puis, ce programme-là, lui, il s'adresse surtout à des infirmières, bachelières, non pas bachelières, justement, des infirmières qui ont un DEC, mais qui veulent devenir bachelières, Oui. qui ont un bac par cumul. OK. Ou des gens de d'autres. Des fois, il y a des médecins, comme des étudiants, Préposés. étudiantes en médecine, des fois des proposés qui veulent faire la formation continue, bref. Mais la plupart travaillent dans le système de santé et la plupart ont connu des situations de fin de vie dans le système de santé. Là. Puis la plupart, ce qu'ils me disent, tu sais, c'est comme un échange sciences sociales terrain. Là. Fait que la plupart, ce qu'ils me disent, c'est « Oui, j'en ai vu plein des gens mourir, mais on n'a jamais eu le temps de leur donner un accompagnement qui a de l'allure. Premièrement, on n'a pas le temps. Puis la pandémie a révélé la fragilité du système de santé. Il n'y a rien qui m'a étonné, moi, durant la pandémie. Là, c'est passé zéro. Là. C'est sûr. Il y avait beaucoup de problématiques qui étaient existantes depuis des années. Oui, on fait une loi en 2014 pour dire que tout le monde a accès aux soins de fin de vie, mais là, dans les faits, c'est pas pareil. conditions? En CHSLD, Mais on ne peut pas vous C'est l'offrir. ça. Mais dans quelles conditions? Parce que les soins de c'est fin de vie, ça. c'est quoi? Tu sais, d'un point de vue strictement médical, strictement comme rationnel, basic, c'est des médicaments opiacés qui te permettent de enlever ta douleur. D'engourdir. Comme des ouais. soins de confort. Des soins de confort. Ou l'aide médicale à mourir, qui, bon, une injection létale. Mais si on se ramène aux soins pâles, c'est pas juste ça, par exemple. C'est Slee Saunders ce qu'elle disait, c'est non, c'est bio, psycho. Donc, la parole, revenir sur des conflits, parler de sa vie, trajectoire biographique, bio, psycho, social, hein, les humains, ta famille, tes amis, revoir les gens, ne pas mourir isolé, Ouais. troisième objectif, spirituel, quatrième objectif. Donc, là, ça dépend des gens. Si tu n'as jamais eu je sais pas, si tu jamais eu de pratique spirituelle dans ta vie, puis si tu arrives à mourir, tu ne vas pas l'avoir magiquement, là. Mais ça se peut que ça fasse renaître certaines affaires ou que ça ouvre une porte que tu avais fermée en n'y pensant pas vraiment. Et dans ces formations-là que tu donnes, est-ce que les gens, justement, les infirmiers, infirmières ou préposés, qui sont déjà sur le terrain, quand ils partent de ton cours, qu'est-ce qui en ressort dans le sens, qu'est-ce qu'ils ont appris de plus qu'ils ne savaient pas? Bien, je leur parle de, notamment, c'est quoi un rite funéraire au plan anthropologique large, là, pas juste au Québec, dans un hôpital, là, comme, ou dans une maison de soins. La genèse, là, ouais. Mais partout dans le monde, tu sais, comment on peut comparer ces rites-là, puis c'est quoi la fonction d'un rite funéraire, d'un rite de passage, comme on dit. Là, ils sont comme, ah ouais, il y a plein de façons, en fait, d'embaumer un corps. On peut faire des doubles funérailles. Il y a des peuples en Afrique de l'Ouest qui vont exhumer, en Madagascar aussi, exhumer les os, les réenterrer après 2 ans parce que l'âme erre pendant 1 an ou 2 autour du village. Puis il y a comme une période de transition. Donc, toutes ces affaires-là, tu sais, toute cette cosmologie. Fait qu'ils sont comme, ah ouais, ben, ça va vraiment m'aider à accompagner les gens, en fait, puis à mieux m'intéresser à comment ils font, tu sais, surtout dans un contexte de diversité, parce qu'à Montréal... Et peut-être m'interroger à savoir qui est devant moi. T'sais. Exactement. Oui. Donc, je ne peux pas reproduire la même situation d'un lit à un autre. Bien, les travailleurs en soins, dans tous les niveaux de soins, pour vrai, ils font vraiment de leur mieux, mais ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Fait que je pense qu'il y a un contexte organisationnel puis institutionnel qui fait qu'on maltraite les gens en général. On maltraite les aînés dans les RPA, CHSLD, résidences... ressources intermédiaires, mais il y a aussi une maltraitance de fin de vie à quelque part parce qu'on ne se donne pas assez le temps, les ressources, puis les institutions, puis les installations pour donner ça aux gens. Ça nous amène au défi dont tu parlais, mais dont on aimerait discuter avec toi, ethnoculturel, là, au niveau des soins palliatifs. Là. Les différentes façons, dans le fond, de voir ces soins de fin de vie-là. Là. Il doit y avoir des défis là, dans les maisons de soins palliatifs, forcément. Là. Oui, c'est fascinant parce que la plupart des maisons de soins palliatifs au Québec sont nées à partir de, là, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais de clubs d'optimistes, chevaliers de colons, tu sais, des structures para-religieuses. Moi, où j'étais, il y avait encore une croix de Jésus. Là,
Même, C'était les bonnes sœurs à Oui. l'époque hein, Ben, qui accueillaient Sœurs les gens. hospitalières, Oui, là. oui, c'est Exactement. ça. Donc, Ouais, c'est ouais. ça, il y a une lignée avec ça. Sauf que là, il y a deux grands types de gens là, qui vont aux soins palliatifs. Il y a les gens du grand âge, les 75 ans et plus, qui, eux, justement, souvent, à la fin de leur vie, ils veulent vraiment un truc catholique, là, parce qu'ils ont baigné là-dedans. Mais après ça, il y a les baby boomers qui commencent à mourir de plus en plus. Mais eux autres, c'est pas nécessairement ça. Là, c'est comme la religion bye-bye. Là. Puis là, on se retrouve encore dans les années 60, puis dans cette espèce de... Un mouvement plus hippie. un mouvement Ouais. plus hippie. Il y a toujours un petit fond hippie. New Age. New en fait. Age, c'est Ouais. ça. New Age. Puis Cicely Saunders, Kubler-Ross sont très liés au New Age, comme je disais, Colt West. Très présents, OK? J'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillaient là qui me disaient voir des fantômes, avoir des expériences comme ça. Puis beaucoup de discours New Age, beaucoup dans le travail soignant. Puis je ne juge pas ça, mais c'est juste non, pour dire que c'est ça le courant un peu spirituel de la majorité québécoise, francophone, Québec, OK? Sauf que là, diversité ethnoculturelle, OK? Ramène cette affaire-là avec un fond genre anticlérical, puis hey, l'Église n'a rien à savoir, là. Mais ramène ça dans un contexte de diversité ethnoculturelle, dans un hôpital ou dans une maison de soins palliatifs, justement. Et là, tu as une famille, par exemple, musulmane qui va vouloir laver le corps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Il y a plein de pratiques extrêmement variées en fonction des communautés. Donc, le discours officiel, c'est de dire oui, les soins pâles, on meurt comme on veut ici. C'est un peu genre clé en main. On vous suit dans votre façon de Dans mourir, vos volontés. dans vos volontés. Mais c'est pas nécessairement vrai au OK. plan ethnoculturel. Quand il y a des clashs qui se produisent, j'en ai documenté, Mm-hmm. de valeurs, C'est ça. des ça, clashs culturels, des clashs même de la xénophobie. Puis on le voit avec tout le racisme systémique qui a cours. Mais ça a cours aussi en fin de vie. Mais dans les hôpitaux montréalais, c'est différent, évidemment, parce qu'il y a une plus grande diversité et dans le staff et dans les Bien sûr. patients. Donc, c'est pas pareil. Royal Victoria a une très grande diversité. Là. Tu peux avoir des chants hindous dans une pièce, des chants bouddhistes dans l'autre, oui. puis Ah oui, OK. une famille musulmane dans une autre chambre. Là, tu sais. Donc, c'est comment créer des espaces qui sont, comment dire, Qui respectent qui la respectent tradition, la tradition, culture. ouais. Mais il y a des choses qui peuvent clasher, comme le nombre de personnes, le Ben oui. bruit. Est-ce qu'on va toucher au corps? Est-ce qu'on va le laver? Il y en a qui... Le corps, il est enlevé après combien de temps? Des fois, il faut veiller sur lui plus longtemps, mais là, il faut faire de la place pour quelqu'un d'autre. Mais comment Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent des ailes de, mettons, multiculturelles ou multifonctionnelles ou là... C'est une grande question. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de... Ben, en Angleterre, c'est un peu plus comme ça, là, mais je pense qu'il faut avoir plus une... C'est comme un impensé, si on veut, dans les soins ici. OK. Toi, Poussadi, tu es d'origine laotienne. Oui. Est-ce que... C'est quoi les rites chez vous? Bien, nous, on garde nos parents là, jusqu'à la fin, là, jusqu'à la toute fin. Là. Avec vous à la maison, tu parles? Ben, en fait, le plus possible. Mais c'est sûr qu'il y a des conditions qui font que des fois, monoparental, je sais pas, travail, Ouais. tous ces facteurs-là. Mais moi, dans mon cas, mes parents vont rester avec nous jusqu'à la toute fin. Là. OK. On va les accompagner là-dedans, comme eux ont fait avec leurs propres parents. Et advenant le cas que l'un d'eux décède avant toi, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une exposition du corps, tant de jours ou... Ben, en fait, mes parents, ils veulent pas de ça. OK. Ils veulent ça simplifier, mais avec justement moi, je vais mettre mes couleurs à moi, là, Oui, la oui. façon de tout amener les enfants à travers ça. C'est surtout intégrer toute la famille à travers ce processus de départ-là. Et puis, d'où l'importance de voyager léger dans la vie, tout se dire de notre vivant. Hein? C'est ça. Exact. Partager ça. Ben voilà. Tantôt, Donc, c'est ça. Tantôt, tu disais que les maisons de soins palliatifs, c'était méconnu encore. Sûrement que ça a un lien avec le fait que la mort est encore tabou, parce Voilà. qu'on n'en parle pas trop. Dans ton mémoire, tu parles à un moment donné, je pense que c'est le titre d'un livre ou d'un autre mémoire, The Pornography of Death. Si j'ai bien compris, et puis ramasse-moi là, si je fais des erreurs, dans le sens que, bon, la mort étant tabou, ayant peur nous-mêmes d'en parler, à côté de ça, ben, on est fasciné par la mort à l'extérieur de nous, que ce soit dans un film, bon, peu importe. Peux-tu nous parler de ça un peu? J'ai trouvé ça ouais. assez intéressant. Ça, c'est un anthropologue anglais qui s'appelle Jeffrey Gorer, qui a écrit dans les années 50.
Puis que lui, il a remarqué que, bon, avant la Première Guerre mondiale, en Angleterre, les gens, ils respectaient, c'était plus traditionnel, victorien, évidemment, il y a des changements plus complexes. Mais bon, fermeture des rideaux, se vêtir en noir pendant un an, dans le temps, bon, on est dans ça. Il y a eu la Première Guerre mondiale, qui a été une hécatombe absolument monumentale. C'est comme si, selon lui, ça avait effectué comme un genre de switch dans les sociétés occidentales où est-ce que la mort était comme la mort violente, puis les morts de masse là, sont devenus comme, puis le 20e siècle après nous l'a prouvé, comme, je veux dire, juste un truc normal, à quelque part. C'est comme un théâtre. Comme un théâtre, puis à l'inverse, dans l'intime, c'est comme si on avait de la misère à même parler de la mort. Fait que c'est comme une... Il y a une opposition. Ouais, il y a vraiment une tension bizarre, tu sais. Ouais. Au même moment, il y a des millions de personnes qui meurent dans des tranchées, plusieurs fois dans le 20e siècle, à plein d'endroits. Mais au même moment, oups, on a de la misère à en parler dans notre propre vie, on a de la misère à voir un cadavre. C'est comme une... La mort, c'est ailleurs, tu vois. C'est ça. Tu sais? Mais c'est intéressant on quand même comme externalise la phénomène. mort géographiquement, mais aussi dans nos vies, dans le quotidien. Surtout quand on est dans le confort de notre salon puis on écoute les nouvelles et quand on est loin de ça, hein, c'est ça. Dans la majorité des familles. Mais d'où là, la réflexion où les gens parlent de la bonne mort. Exact, mais là, c'est ça. Les soins pâles ont longtemps véhiculé, puis ils le véhiculent encore, cette idée d'une bonne mort. Il y a une idéologie derrière ça. Là, la mort paisible, entourée, sans souffrance, apaisée, mourir en paix. C'est comme ça que j'ai intitulé mon mémoire. Là, ça fait déjà quasiment 10 ans. Mais donc, cette mort en paix, c'est ça qui est visé. Mais tu sais, moi, ce que je disais dans mon mémoire aussi, c'est, OK, c'est bien beau, mais il y a du monde en colère aussi. Hein, il y a du en fin de vie, moi, si je faisais ma maison sur un palliatif, c'est clair. J'aimerais qu'il y ait un endroit où est-ce qu'on peut détruire des choses. Une salle de défoulement. Une salle de défoulement. Une salle de boxe, un punching bag, quelque chose où tu peux détruire des affaires. Un endroit où est-ce que, tu sais, là, je regardais la musique, c'est tout du petit piano, André Gagnon, c'est bien correct, là, mais tu sais, moi, pour vrai, je suis musicien, moi, je vais écouter du rock, là, tu sais, comme du Led Zepp dans le tapis. Il faudrait qu'il y ait ça aussi. Tu sais, comme il y a un lissage de tout ça. Est-ce que ça participe pas à quelque part au tabou de la mort, à l'apprivoisement d'un truc qui est tellement... On est dans le douillet, là. On est dans le douillet. C'est ça, OK. On est dans l'enrobage avec du bonbon. Donc, entre le douillet, qui marche pour certaines personnes, puis entre le tabou, ben il y a un gros trou encore. C'est vrai. Il faut le combler. Mais ça, ce dont tu parles, est-ce que ça a un rapport avec... À un moment, tu dis que dans la culture populaire, il y a le terme qu'on aborde qui est la mort apprivoisée. Ça a-tu un lien avec ça? Bien, l'apprivoisement de la mort, quelque part, c'est un thème qui, au Québec, en tout cas, du moins, est de plus en plus prégnant. Puis l'AMM, l'aide médicale à mourir, vient de ça un peu aussi. Puis les invasions barbares, je pense que ça a été le moment marquant au Québec, le film de Denis Arcand, où est-ce que... tu sais, on voyait quelqu'un posséder les conditions de sa mort, mourir entouré, en paix, bien apprivoisé. Donc, la mort est plus comme... Ou bien ce truc qui appartient à la religion, ou bien c'est impensé. On l'assume, tu sais, puis on l'organise. Je peux la prendre en charge. Exactement. Non, mais est-ce que tu penses que ça donne l'impression qu'on a le contrôle jusqu'à la fin? Je pense qu'il y a une affaire que ça nous donne l'impression, parce qu'il y a beaucoup de variables dans une trajectoire de mourir. Hein? On peut vouloir mourir de façon entourée, mais être tellement poqué ces médicaments que tu peux pas parler. Ah oui, c'est vrai. Exact, etc. On pourrait en parler longtemps, je veux dire. Donc, c'est encore... Il y a à la fois là-dedans une volonté d'émancipation, de libération, d'appropriation de sa mort, mais il y a aussi, bizarrement, une volonté de contrôle, tu sais. Okay. Donc, il faut essayer de trouver un mélange des deux. On peut pas tout contrôler, puis on peut pas tout apprivoiser, parce que la mort, c'est quelque chose qui a sa propre dynamique. On essaie d'idéaliser, en tout cas, ce dernier segment de vie-là, quand tu as été sur le terrain ou dans tes cours, tout ça. Est-ce que... il y a un pourcentage que tu pourrais nous donner, à savoir, est-ce que beaucoup de mourants qui terminent dans la solitude? C'est dur à dire parce que aux soins palliatifs, souvent un facteur d'admission, parce qu'il y a un comité d'admission, dans les maisons du moins, en hôpital, c'est peut-être moins le cas, là, parce qu'il y a aussi des soins palliatifs qui se prodiguent sur les étages en cardiologie
ou même un peu en CHSLD, donc c'est pas vraiment pas pareil, mais en soins PAL, on check un peu le pedigree de la personne. Okay? Il va avoir non seulement sa trajectoire, on vise à peu près 20-30 jours de pronostic, pour pas que ça soit trop long. C'est pas un CHSLD. Non, c'est ça. Puis pas que ça soit trop court, parce que là, l'équipe soignante n'a même pas le temps de voir la personne est en cocktail de sédation, c'est comment, C'est on ça. les passe, puis ça, ils veulent pas ça. Le temps que la personne se dépose aussi. Exact. Mais on va souvent choisir des personnes, à moins qu'il y ait un trou, des personnes qui sont entourées. Parce que les proches, c'est une autre valeur des soins palliatifs depuis le début, c'est que les proches soient partie prenante. Donc, j'ai pas vu tant de gens seuls, en fait. OK. C'est très rare Ben, bonne nouvelle, en tant soins mieux. palliatifs. Mais c'est un biais de sélection. Les gens seuls, ben, ils meurent seuls. Tu comprends? Puis on sait pas vraiment c'est quoi leur prévalence parce qu'ils meurent seuls. Puis des fois, il y a des corps non réclamés. Ouais. Beaucoup. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y en a, on s'entend, mais bon. Dans les vagues de chaleur à Montréal, il y a des centaines d'aînés qui meurent seuls. Là. Ouais, Il y a personne qui va réclamer leur corps. Là. Non. C'est fait que c'est un impensé, encore une fois. Ouais. Oui, mourir seul, c'est un problème Il y en encore. a, comme on a eu une invitée qui disait, la détective, là, des corps non réclamés, des fois, c'est les familles qui ne veulent pas s'en occuper. Aussi. Ils ont une famille, mais ils ne veulent juste pas s'en occuper. Alors, mais est-ce qu'on devrait, à ce moment-là, changer les critères d'admissibilité pour que les gens puissent plus être au courant puis se préparer d'avance pour Il n'y a pas assez de pouvoir, place. C'est ça, on revient à ce problème-là. OK. Ah oui. Puis est-ce qu'on devrait aussi créer des maisons de soins palliatifs pour différentes communautés? Est-ce que ça Ça pourrait... se fait en Ontario, en oui. Angleterre, aux États-Unis. Est-ce qu'il y en a à Montréal? Pas à ce que je sache. Mais il y a une maison protestante dans l'ouest de l'île. OK. Pas totalement protestante, mais genre de tradition, qui vient un peu de cette Mm-hmm. tradition. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Quand... C'est une évolution aussi. Des fois, c'est un partage de richesse, de tradition aussi, parce que, tu sais, les gens qui œuvrent aussi dans les milieux hospitaliers, qui découvrent différentes cultures, qui abordent cette fin de vie-là de façon différente, repartent avec ce bagage-là et continuent à le transmettre aussi. Tu sais, je trouve que ça peut être intéressant, ce partage de richesse-là. Tout à fait. Est-ce que le fait qu'on a encore de la difficulté à aborder la mort, le fait que les maisons de soins palliatifs ne soient pas vraiment connues ou comprises, du moins, dans ton coffre à outils, là, dans toute ton expérience, qu'est-ce individuellement on peut faire pour... comme on disait tantôt, démystifier cette mort-là, faire connaître ces soins-là. Parce que, bon, je veux dire, moi, j'en connais certaines maisons, toi aussi, et toi, tu en connais plusieurs. Mais dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour élargir ce réseau-là? Tu sais, y a-tu des groupes sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. C'est vraiment une bonne question. Ben, je pense que déjà, ici, de parler de la mort, tu sais, c'est déjà quelque chose. Tu sais. Oui. Parce que quand on parle de la mort, là, on va se dire, hey, mais dans quelles conditions Ouais. la mort se déroule? Puis moi, j'aime ça avoir une vision matérialiste des choses. Puis c'est de dire, bon, c'est OK, c'est le fun, le côté spirituel, tout ça, mais OK, on a-tu assez de lits? On a-tu... C'est quoi le bâti autour de ça? Puis... De personnel, hein? C'est de déjà personnel, là. de financement. Tu sais, fait que dans les maisons de soins PAL, il y a une grosse part de le financement qui est philanthropique. Il y a une partie qui vient du M3S, mais pourquoi les gouvernements, tu sais, puis là, on rentre dans le politique. Absolument. Tu sais, Ouais, comme, ouais. on a une loi qui garantit des soins PAL de qualité à tout le monde. Pas nécessairement le cas. Là, on a des problèmes. Là, tu sais. Puis on l'a vu durant la pandémie, de ce qui s'est passé. Là, tu sais, offrir une mort digne à tout le monde, on est loin de ça. Ouais. Donc, de parler de ça, déjà, c'est déjà une bonne étape, là. OK. Mais après, au Québec, c'est encore un peu... je sais pas, on n'en parle pas tant. Fait que de faire des émissions comme ça. Nous, on est contents à chaque semaine de proposer ce balado-là parce que c'est notre façon à nous d'établir un dialogue, hein, oui, c'est ça? Continuer la discussion puis découvrir des faits qu'on ne connaît pas, justement avec des gens qui travaillent comme toi, comme chercheurs ou sur le terrain. T'sais, on a différents points de vue qu'on n'a pas, nous. C'est ça. On a beau en parler, là, mais... Puis à un moment donné, je me dis, on peut pas faire semblant que ces choses-là n'existent pas. Là. À un moment donné, il va falloir la confronter, cette mort-là, soi-même. Puis c'est le fun d'être préparé. Donc, en tout cas, moi, j'ai eu énormément de bonheur à lire ton mémoire. J'invite les gens à aller sur Internet. En tapant ton nom, ils vont le trouver. J'ai lu ça
Je dévorais, page par page. Si ma mémoire est bonne, il y a 165 pages, à peu près. 180. Et non, c'est... Puis quand même, c'est une matière qui peut paraître lourde, mais ce ne l'est pas. C'est le fun, c'est beaucoup d'histoires. On voyage de l'Angleterre aux États-Unis, en passant par la France, le Québec, autant au niveau médical, mais spirituel, la science, la technologie. C'est loin d'être endormant. C'est riche comme matière. Moi, j'ai déjà hâte de lire ton prochain mémoire. J'ai écrit une thèse aussi, mais c'est pas là-dessus. Non. Ah, ben écoute, tu recommenceras. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'avec la pandémie, de ce qu'on a vu, il y a quelque chose qui s'est produit, puis il faut continuer à surfer là-dessus, puis à en parler. Puis heureusement, il y a des chroniqueuses vraiment le fun, comme Rima El Khoury ou José Boileau, des fois, qui parlent de ça. Tout à fait, oui. Qui l'aborde, le thème. Oui, c'est ça, mais c'est pas encore assez présent. Encore une fois, selon moi, c'est vrai, cette critique est encore pertinente du matérialisme. On est trop matérialiste. On a un problème. C'est pas un sujet sexy, tu sais, c'est trop associé à de tristesse, souffrance. C'est comme, c'est comme si ça nous confrontait à notre propre mort, tu sais. Ben, c'est sûr. Et on veut pas aller là, tu sais. Voyons. Oui, mais je veux dire, en même temps, ça va arriver. Ben, c'est sûr. Soyons réalistes. Ben, Julien, merci pour ta belle présence. Hein? Oui, je pense qu'on va avoir un petit questionnaire pour toi. Oui, avant que tu quittes, le testament du bon vivant. Es-tu prêt pour ça? Je suis tout à fait prêt. Alors, Julien, quel souvenir t'aimerais qu'on garde de toi? Ah, j'aimerais qu'on garde de moi le souvenir de quelqu'un de curieux. Ouais. OK. Et puis, toi qui es musicien, quelle musique aimerais-tu qu'on joue à tes funérailles? J'ai toujours voulu qu'on joue The Art of Dying de George Harrison. OK. Mais c'est ça, j'ai appris tantôt que tu étais musicien. Tu joues de la basse? Oui, depuis que j'ai 12 ans. OK. Ouais. Donc, tu fais beaucoup de choses, c'est bien. Oui, tu es un artiste dans Et voilà. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir sur on va ton peut-être écrire des chansons un jour. Ah oui, on ne sait pas. On sait pas. Ça va rocker. Tu viendras à mes funérailles. Puis, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir d'inscrit sur ton épitaphe? Ni Dieu, ni maître. Oh! C'est joli. Intéressant. Oui. Ça a le mérite d'être clair. Bon, ben merci, cher Julien. Ben, merci beaucoup un grand plaisir. Merci, Alain. À bientôt. À bientôt.